Alors, le temps qu'ils s'installent, je peux juste introduire leurs travaux. Justement, on me demande si je commence ou si Diane commence. Alors, on va commencer en fait tous les deux. Le but de cette EPU, c'était de montrer les interactions qui peuvent exister entre médecins ORL, audioprothésistes, et on veut vraiment rendre les choses très très pratiques avec un esprit vraiment pluridisciplinaire. Et le travail qui vient d'être présenté d'ailleurs sur des recommandations pour la prise en charge de la presbyacousie est un long cheminement finalement qui avait été initié d'ailleurs par Stéphane Laurent initialement, puisqu'on avait organisé un EPU en 2016 contre vents et marées sur l'evidence-based audioprothèse, et qui, ça y est, voit le jour, comme dans tous les autres grands pays développés où il y a des recommandations, des guidelines. Et bien voilà, il y en a enfin une sur la presbyacousie. Je remercie le président Mathieu Del Rio qui m'a demandé d'organiser cette matinée, et cette matinée est vraiment organisée sur ce partenariat qui peut exister entre le médecin ORL, l'audioprothésiste, qui sont souvent deux mondes qui ne se connaissent pas bien. Et j'avoue, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette présentation avec Diane, parce qu'on a discuté sur un cas qui nous est commun, et finalement on a découvert plein de choses qu'on ne s'était pas dites, et ça va mieux en le disant. Voilà. Ça fait un peu vieux couple. Non. Mais je pense que justement il y a une démystification à avoir, parce que je pense que dans le monde de l'audioprothèse, le rapport au monde ORL est difficile, et le fait de savoir ce que vous faites, comment vous pratiquez, est un élément qui est de nature à nous aider. Donc on a vraiment voulu rendre les choses très très pratiques. Le but, c'est que vous posiez vos questions effectivement sur les tablettes, et la table ronde reprendra justement les questions, les interrogations que vous pouvez avoir, et les grandes thématiques finalement qu'on va aborder. Alors on a une obligation, dès que je vais arriver à passer la diapo, du coup j'en ai plusieurs. Voilà, on nous a demandé de remplir une diapo avec des conflits d'intérêts. Donc moi j'ai juste à déclarer que je travaille pour un groupe qui s'appelle Sonova Audiological Care, donc je suis le responsable scientifique. Et Diane, tu voulais dire que... J'en profite pour remercier Audition Le Feuvre qui en fait finance un étudiant en thèse de sciences que j'encadre à l'Institut de l'audition dans le cadre d'une thèse CIFRE. Voilà, donc on voulait vraiment vous présenter des éléments qui nous sont communs, qui sont, vous le savez, l'autoscope, l'audiomètre. On a des outils communs, mais on n'en fait pas nécessairement la même chose, on n'a pas nécessairement les mêmes buts, et les outils que l'audioprothésiste utilise sont les mêmes que le médecin, sans vouloir faire un exercice illégal de la médecine, et inversement, l'audioprothésiste utilise ces outils dans le cadre de l'exploration du patient pour essayer d'avoir un bilan d'orientation prothétique, un bilan d'évaluation prothétique, une éducation audioprothétique, et organiser un suivi immédiat et permanent. Tout ceci autour du patient, où on a l'habitude de décrire le parcours de soins du patient, où finalement le patient potentiel est censé avoir éprouvé un besoin, qui va l'amener à consulter normalement le médecin référent, puisque normalement l'accès au médecin ORL doit suivre le parcours de soins. Donc le médecin référent est censé être un passage obligé dans l'esprit du législateur. Néanmoins, hors parcours de soins, évidemment, le médecin ORL demeure tout à fait accessible en dehors de son agenda qui est souvent assez important et avec des rendez-vous assez éloignés, et avec un passage obligé, comme vous l'a rappelé le professeur Wong Tai-Van, afin de ne pas passer à côté d'un certain nombre de pathologies qui pourraient être inquiétantes. Et le médecin ORL, en tant que chef d'orchestre, va orienter le patient en fonction de ses besoins vers l'audioprothésiste, l'orthophoniste, le psychologue, le sophrologue, le neuropsychiatre, enfin, ce qu'il jugera utile, sur une indication de l'appareillage auditif qui a changé avec l'arrêté de 2018, puisque vous savez que c'est une prescription stéréophonique lorsqu'il y a une perte bilatérale, avec des critères qui sont bien établis, et je me suis rendu compte avec horreur qu'en troisième année d'audioprothèse, ce n'était pas tout à fait acquis. Perte moyenne supérieure à 30 décibels selon le BIAP, seuil d'intelligibilité supérieur à 30 décibels dans le silence, écart de 3 décibels par rapport au score de RSB de référence, qui vous sera détaillé tout à l'heure par Stéphane Gallego et le professeur Wong Tai-Van, et une perte d'audition sur le 2000 Hz supérieure à 30 décibels, et un seuil d'intelligibilité supérieur à 30 décibels. Alors ça, c'est un schéma qui est très cartésien, mais finalement, lorsqu'on l'étudie, ce schéma cartésien, il y a des études qui ont été faites. Si on reste sur ce schéma-là, on s'aperçoit qu'il y a une perte en ligne qui est colossale, puisque pour des gens qui ont une perte d'audition qui est débutante, donc
la presbyacousie qui vous a été présentée précédemment rentre dans ce cadre-là. Finalement, entre celui qui a une presbyacousie qui va consulter, on perd déjà 25% de l'effectif de la population qui est concernée. Donc il y a probablement quelque chose à faire sur le repérage et le dépistage qui pourrait être un élément de la table ronde qu'on verra tout à l'heure. Pour ceux qui consultent, finalement 40% sont perdus de nouveau et ressortent sans prescription. Et sur ceux qui ont une prescription, finalement, on arrive en fin de parcours qu'à un tiers de personnes qui sont appareillées. Donc finalement, il y a probablement à revoir ce modèle-là, de repérage notamment, et de considérer que le patient qui est au centre ici, finalement, il a avant tout des croyances qui sont alimentés par un certain nombre d'autres éléments qui peuvent être la publicité à la télévision, la presse, Internet, des recherches d'informations. Moi, je peux vous dire que le bouche à oreille, ça marche vachement bien. C'est-à-dire, plein de patients viennent nous voir par bouche à oreille, plus que voilà. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée très importante dans le système de santé qui est là entre médecins ORL, orthophonistes et audioprothésistes, qui fonctionne bien. Comme en témoigne la SFA, qui est une société pluridisciplinaire, on essaie de faire fonctionner les trois professions ensemble, et je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à un équilibre. Enfin, les trois professions se complètent bien et se comprennent bien. Néanmoins, il y a tous ces éléments qui vont faire que le patient potentiel va consulter le médecin référent éventuel, mais qui est quand même de moins en moins impliqué dans la boucle. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, on peut en reparler. Pour finalement voir essentiellement le médecin ORL. On peut se poser la question du repérage, qui est une vraie question, et si, par exemple, l'utilisation d'auto-questionnaires, comme ça vous a été présenté tout à l'heure dans les recommandations sur la presbyacousie, et un autotest de style EURA ne serait pas de nature à solliciter le patient qui pourrait consulter le médecin référent, lui faire part de ce résultat, qui lui pourrait prendre la décision de réorienter par la suite pour faire entrer le patient dans ce parcours de soins. On sait qu'il y a des échecs très importants qui étaient liés jusqu'à présent au coût des appareillages auditifs, mais où l'arrêté de 2018 clairement résout ce problème de coût. Donc on n'aura plus, ce n'est plus un sujet, c'est trop cher, je ne peux pas. La prise en charge, le médecin doit être impliqué et formé puisqu'il doit s'assurer de la motivation du sujet. Or, c'est un des éléments qui font qu'il y a une perte en ligne de patients. On se rappelle il y a 30 ans où peu de médecins étaient motivés sur l'appareillage et ne considéraient pas nécessairement ça comme étant très utile. Et un inconfort qui est supposé, mais il y a une évolution telle des technologies que c'est aussi en grande partie corrigé, même si ça reste une solution palliative et non pas curative. Un élément qui me paraît capital, c'est s'assurer de la motivation du patient, parce qu'on sait que le discours qu'on va avoir, nous, en tant qu'audioprothésistes, va complètement modifier le pronostic de l'appareillage. C'est sûr que si on reçoit un patient où le médecin a dit « bon, allez les voir, vous verrez bien », ou « allez les voir, c'est important parce qu'il y a telle et telle chose qui sont en jeu », le résultat audioprothétique n'est pas tout à fait le même. Et c'est là où moi, ça m'intéressait de pouvoir parler avec Diane, parce que, par exemple, sur un patient, pour s'assurer de la motivation, que dit l'ORL ou que fait l'ORL? Alors ça va dépendre bien sûr du profil. Les personnes âgées, ça a été évoqué avant, il y a tout le problème des troubles cognitifs associés, donc ça c'est assez facile finalement de dire si vous faites rien, vous allez mal vieillir, vous commencez déjà à avoir des troubles de la mémoire, voilà, si vous êtes appareillé, ça va vous faire revenir à un facteur de risque équivalent à des gens qui n'ont pas de troubles auditifs. Donc ça motive, ça effraie et ça motive pas mal les presbyacousiques, donc de parler de la démence et des troubles cognitifs. Chez les plus jeunes, c'est effectivement plus compliqué. Il y a quand même encore beaucoup de réticence à l'appareillage. Donc moi je dis, écoutez, tout le monde a des lunettes. Hop, 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 hop. Alors pourquoi vous mettez vos lunettes? Ça vous paraît évident. L'audition, c'est un sens. Ça ne vous viendrait pas l'idée de sortir dans la rue sans vos lunettes si vous êtes très myope parce que vous allez avoir un accident. C'est la même idée pour les prothèses auditives. Vous vous levez, vous mettez vos lunettes. Les appareils auditifs, c'est la même chose. Il n'y a pas de raison qu'un sens souffre alors que c'est évident de mettre des lunettes. Puis après, il y a les plus jeunes avec des acouphènes. Et là, j'essaie également de leur dire que c'est un traitement qui marche vraiment bien parce que souvent, ils viennent... en Xème rendez-vous, ils me disent, on m'a dit qu'on ne pouvait rien faire. Et c'est vrai que
l'appareillage quand même a de bons résultats. Et je motive aussi les gens en leur disant que le mois d'essai gratuit, c'est important. Le 100% n'est pas acquis par tout le monde, le 100% santé. Et même ça fait encore un peu peur. Ils ont encore l'impression qu'ils vont avoir des appareils de mauvaise qualité s'ils sont remboursés. Mais je leur dis qu'ils ont vraiment un mois d'essai gratuit et qu'ils ne se sentent pas du tout forcés. Qu'au bout d'un mois, si ça ne va pas, ils rendent l'appareil, ils reviennent me voir. On en rediscute et c'est là qu'on va en reparler. Mais que je trouve que le bilan est très utile. Moi, je le lis. Je sais qu'il y a des collègues qui ça intéresse moins, mais moi je les trouve vraiment importants parce que déjà on sait que le patient a passé la porte de l'audioprothésiste parce qu'on en voit beaucoup des patients, on sait qu'il y a un certain nombre de gens qui n'iront pas chez l'audioprothésiste, donc si on ne reçoit pas de courrier, on ne sait même pas si le patient a fait l'effort de passer la porte. Et puis après ça nous aide, s'il y a une difficulté d'appareillage, à expliquer, à discuter avec le patient pour proposer des solutions alternatives, que ce soit à l'intérieur des solutions de réhabilitation ou des solutions connexes qu'on va aborder. Bon, super. Donc il y a des attentes vis-à-vis de l'audioprothésiste, ce qui est très positif pour nous et très clairement... Il y a quelque chose aussi, les gens ont peur d'être aggravés. Ils disent tous, mais si je vais mettre une prothèse, je vais devenir plus sourd, ça va m'aggraver l'audition. Et ça, je ne sais pas, c'est une vieille notion qui se balade, comme tous ils disent, voilà, j'ai ma trachée artère qui fait mal. Bon, c'est des vieilles notions qui n'existent pas. Et, je pense que les audioprothésistes d'emblée doivent dire, on ne va pas vous abîmer l'audition, vous n'allez pas être plus sourd. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais ça revient souvent dans les plaintes. Oui, d'ailleurs, c'est un bon moyen de rebondir pour faire la part entre les éléments périphériques qui évoluent à une certaine vitesse et les éléments centraux qui peuvent être conservés justement en les entraînant. Donc c'est vrai qu'on sait que la perte d'audition est un facteur de risque sur le bien vieillir, que c'est aussi une technique finalement qui rentre dans le cadre des préventions des maladies liées au grand âge, et que l'on peut, c'est un des rares éléments sur lesquels on peut agir au milieu de la vie quand les premiers signes apparaissent. C'est un des rares facteurs qui est modifiable et qui a probablement poussé la sécurité sociale. Enfin, c'est un des éléments à prévenir en permettant un accès plus aisé aux dispositifs médicaux. Ça, je pense que c'est un discours qui passe assez bien, tout en restant très prudent, moi je trouve, sur les éléments de démence, avec un discours qu'il ne faudrait pas avoir. Allez vous faire appareiller tout de suite, sinon vous allez devenir dément et Alzheimer. Ça serait catastrophique d'arriver à ce type de discours. Malheureusement, je l'ai entendu et je l'ai vu. Alors, on voulait que ce soit très très pratique, donc on est parti d'un cas commun, d'une patiente qu'on aime bien. Moi, je l'avais déjà vue au laboratoire en 2010. Elle s'était présentée spontanément, où elle déclarait avoir des difficultés auditives depuis 3 ans, et dans le même temps, elle disait que depuis 3 ans, elle avait subi un certain nombre d'hospitalisations, etc. Donc, on peut déjà suspecter qu'il y a une décompensation, c'est-à-dire que là où elle compensait, elle ne compense plus, parce qu'il y a d'autres problèmes qui viennent interférer. Donc, ça illustre parfaitement ce que je vous disais juste précédemment. Elle est de plus en plus gênée dans son travail, notamment en réunion, et elle a vu 3 audios, et là, c'est terrible, c'est-à-dire... Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Moi, je me rappelle, il y a 25 ans, la vision que les gens avaient de l'audioprothésiste n'était vraiment pas positive. Je me rappelle, il y a 10 ans, il y avait un audio-bashing quand même très très fort, qui était très, très décevant. D'ailleurs, en 2010, on y est. Elle est très sceptique, elle n'a fait aucun essai et elle n'a pas confiance. Ensuite, elle a vu l'ORL qui l'a un petit peu motivée, c'est sûrement pour ça qu'elle est venue me voir, et qui lui a indiqué 3 autres audios. Et à l'interrogatoire, on s'aperçoit que sa mère devrait se faire appareiller, mais qu'elle ne l'a toujours pas fait et qu'elle comprend très bien sa mère, qu'il n'y a pas d'acouphène, qu'il y a un vertige qui a été exploré et qu'a priori, elle a vu encore un autre médecin ORL. Donc on est dans un tourisme total de quelqu'un qui est assez perdu, finalement, qui cherche de l'information et qui parle d'une malformation de l'oreille interne à droite. Sans document, sans rien, donc acte, considère que c'est un gros investissement, qu'il y a un faible remboursement par la sécurité sociale. Elle se dit prête, mais elle ressent un confort de vie, mais elle part dans un mois comme expat. Donc moi je lui dis, écoutez, moi j'ai besoin de temps pour pouvoir vous aider, donc quand vous revenez, venez me voir, vous serez la bienvenue. Donc évidemment, on n'a rien fait, et effectivement, elle revient me voir 6 ans après, comme quoi ça peut être très très long, les périodes d'absence, avec cette audiométrie. Donc voilà, généralement c'est ce qu'on reçoit en tant qu'audioprothésiste. Une ordonnance, donc il y a une prescription pour un appareillage à droite, une audiométrie, une impédancemétrie et des stapédiens. Alors la petite question, vous allez pas jeter, vous allez voter.
à main levée, et parce qu'on n'a pas le temps avec ces applications, ça va être trop long, etc. Combien d'entre vous reçoivent un dossier comme ceci avec l'ordonnance, l'audiométrie, les stapédiens et une impédance métrique? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas beaucoup. Je suis une bonne élève alors, merci. Oui, merci. Non, mais c'est très appréciable. Et l'autre jour, j'étais sur un système de formation, etc., où je commençais à dire, bah voilà les tests que nous on attend. On m'a dit, mais Arnaud, arrête. Nous, on a une ordonnance au mieux. Voilà. Donc effectivement, là, je pense qu'il y a un travail de fond, d'autant plus que ces éléments, je vais répondre à la deuxième question, en fait. Enfin non, vous allez répondre. Est-ce que vous les jugez utiles? Est-ce que ça vous semble utile d'avoir des STAP, impédance métrie, et là tout le monde lève la main, sinon on va tous chercher un café, voilà, et on passe à autre chose. Voilà. Donc oui, c'est utile évidemment parce que ça nous donne des informations pour pouvoir prendre en charge le patient. Et donc aujourd'hui, évidemment, tu m'aurais envoyé une audiométrie vocale dans le bruit avec le résultat, ainsi qu'une petite lettre d'introduction, parce que en voyant l'audiométrie, bon, je peux avoir un certain nombre d'informations, mais ça m'oblige à refaire un interrogatoire, alors qu'il y a un certain nombre de choses que tu as faites et qui m'intéressent. Alors moi en fait la première fois que je vois la dame c'est effectivement en 2016 où elle m'est adressée par son médecin traitant. Moi j'ai plus précis, j'ai une notion d'autospongiose non familiale. Donc c'est ça son motif de consultation, c'est qu'elle veut savoir un petit peu plus sur les solutions de réhabilitation. Donc effectivement, vous voyez, elle a des conduits et des tympans qui sont normaux. L'audiométrie qu'on a vue, donc on a une surdité de transmission droite et un très léger début de baisse à gauche en perception. On peut peut-être remettre l'audiométrie, je ne sais pas. Enfin bon, il y avait une abolition des réflexes stapédiens à droite. Et donc pour moi, un dossier comme ça, avec une surdité de transmission à tympan normal et réflexe stapédien aboli, jusqu'à preuve du contraire, c'est une autospongiose. Il y a évidemment quelques diagnostics différentiels, mais elle me vient avec cette notion déjà d'autospongiose. Donc je lui refais faire un bilan scanographique qui montre effectivement, je ne sais pas si je peux détailler là, c'est ça. Donc vous avez ici les triers, c'est une coupe axiale, donc l'oreille interne, le conduit auditif interne, le vestibule, et vous avez ici les triers qu'on voit très bien, la branche descendante de l'enclume, et en fait vous avez ici cette petite zone qui devrait être aussi blanche que la coque otique, et qu'on appelle la fistula antefenestra, mais ça c'est pathognomonique de l'autospongiose. Donc j'ai une patiente qui a un dossier typique d'autospongiose, donc évidemment on discute des deux solutions d'autospongiose, la chirurgie ou l'appareillage, et la dame est totalement opposée à la chirurgie, donc c'est comme ça que je l'ai adressé à Arnaud pour un essai d'appareillage. Voilà, donc effectivement connaître le contexte est pour nous capital, et donc comme souvent on ne l'a pas nécessairement, on recommence notre interrogatoire, d'ailleurs qui commence bizarrement parce qu'elle commence par m'expliquer qu'elle a d'autres problèmes, donc elle commence déjà à prendre la tangente, à fuir, qu'elle a un trauma canien, qu'elle a 4 points de suture, que ça va pas, enfin bon bref, qu'on lui a diagnostiqué une autospongiose, qu'elle veut surtout pas être opérée, qu'elle a une sensation d'oreille qui coule, un acouphène à droite, elle n'a pas de traitement en cours, elle a déjà vu 3 audios, discours jugé très négatif et ça ne l'a pas du tout incité à faire un essai, donc comme quoi il faut sans arrêt essayer de comprendre où on va, quelles sont les attentes du patient, ses peurs, et essayer au fur et à mesure de s'adapter à la personne, parce que tant qu'on n'a pas son adhésion et qu'on n'a pas fixé un objectif, et avec les buts de l'appareillage auditif, on reste au stade 0. Là, il s'est passé déjà 6 ans, plus 3, 9 ans. Donc on voit qu'il y a vraiment un problème pour faire rentrer les gens dans le système de soins. Et on pourrait résumer finalement cet interrogatoire par le COSI, si vraiment on veut utiliser un questionnaire comme est recommandé par la SFA, la SFORL, où clairement ce qu'elle recherche c'est une amélioration de l'intelligibilité dans des réunions professionnelles. Donc il va falloir évidemment lui expliquer ce qui est possible, pas possible, les tenants, les aboutissants, les limites. Évidemment, on est amené à refaire une otoscopie, non pas à visée médicale, mais à visée audioprothétique pour savoir si on va pouvoir prendre une empreinte, parce que évidemment, je vais faire un embout.
pour pouvoir adapter sur cette perte d'audition. On va remesurer des fréquences intermédiaires. Donc, par rapport à l'audiométrie initiale de Diane, moi j'ai besoin de plus de points pour savoir par fréquence quel va être le gain ou la compression qu'il va falloir que j'apporte. Donc, je vais faire les fréquences intermédiaires. Évidemment, d'une façon générale, on est toujours à la recherche d'un RIN qui finalement est du pain béni pour nous, puisque c'est un problème purement de transmission, donc c'est une atténuation du son, ça va être très facile à compenser. Donc ça, c'était tout de suite, on se dit, tiens, c'est un point très positif. Dans le même temps, on repère immédiatement qu'à gauche, il y a une petite perte d'audition, mais pour l'instant, la prescription est à droite. Donc on ne va pas l'emmener à gauche, surtout que manifestement, elle est réticente à l'appareillage auditif. On va plutôt essayer de lui expliquer qu'on va essayer d'équilibrer l'oreille droite sur l'oreille gauche et puis essayer d'avoir une cohérence du discours avec le médecin ORL, parce que sinon, on sera complètement perdu. Et peut-être tester également les hautes fréquences. Alors de nouveau, un petit quiz comme ça à main levée, qui teste les hautes fréquences? Ok, tous les autres, vous faites de la classe 1 uniquement? Voilà. Alors je vous rappelle qu'on est dans une période d'évaluation audioprothétique et qu'on a des écouteurs qui vont jusqu'à 10 000 Hz. Donc c'est intéressant d'aller chercher des fréquences plus hautes et de connaître également à gauche le fait qu'il y a une petite perte d'audition dans les hautes fréquences et qui est peut-être l'élément qui fait qu'elle a tant de difficultés dans le bruit. Et on sait déjà que pour pouvoir l'aider dans le bruit, ce qui est sa demande, il va peut-être falloir utiliser l'oreille gauche. Mais pour l'instant, il faut temporiser, il faut lui expliquer qu'on va plutôt utiliser l'oreille droite. On va essayer évidemment de chercher les seuils de confort, les seuils d'inconfort. Notre but, ça sera de lui dire il y aura une petite perte d'audition résiduelle, puisqu'à gauche, vous avez aussi une petite perte d'audition. Et là, les réflexes tapédiens et les tympanogrammes nous aident énormément. Donc, très rapidement, pas de stapédien à droite, pas d'inconfort mesuré précédemment. Donc on peut y aller, il n'y a pas de risque de trauma sonore, on va pouvoir mettre du gain sans avoir de problème trop de recrutement, ce qui ne serait pas le cas à gauche si on avait à appareiller. Donc ces informations sont pour nous capitales de pouvoir faire des stapédiens et on peut se poser la question, vous pouvez poser des questions sur est-ce que finalement un audioprothésiste ne pourrait pas réaliser cet examen dans le cadre de l'appareillage auditif à partir du moment où le médecin ORL, pour X raisons, n'a pas été amené à le faire, parce que ça donne une information supplémentaire pour pouvoir bien appareiller les gens, tout simplement, tout comme l'autoscopie à visée audioprothétique est essentielle pour pouvoir prendre une empreinte, parce que prendre une empreinte sans regarder l'oreille de la personne, évidemment, était quelque chose qui est compliqué. On peut étendre le sujet à beaucoup d'autres choses. Moi, j'ai eu la chance d'encadrer 2 étudiants extraordinaires cette année. Un qui vient de Lille et une autre qui a pris la suite du travail sur Paris, où ils ont utilisé des auto-émissions acoustiques, les produits de distorsion, alors qu'on travaillait sur un tout autre sujet au départ, et on était très très étonnés des résultats que l'on a obtenus. Et vous pourrez voir les résultats de ces études sur un poster qui est édité. Allez voir les posters, c'est vraiment intéressant, il y a des trouvailles. Et on se retrouve donc avec des gens qui ont des pertes d'audition, qui ont été appareillés, mais en fait ils ont des auto-émissions et des produits de distorsion, donc ce ne sont clairement pas des presbyacousies. On a la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui font de la recherche, dont Diane, dans un institut qui s'appelle l'Institut Pasteur, Institut de l'audition, et avec un service plus spécifique qui étudie des cas compliqués, auxquels vous pouvez adresser des patients après qu'ils aient été revus par le médecin ORL et où on est toujours en échec d'appareillage, on ne comprend pas bien ce qui se passe, et donc il ne faut pas hésiter à donner ce contact-là pour éventuellement organiser des examens complémentaires qui nous permettraient de mieux comprendre ce qui se passe, sachant que par ailleurs, on est à la recherche également de patients qui sont presbyacousiques, qui auraient une forme précoce de presbyacousie, où on essaie de connaître les déterminants génétiques. Donc de la même façon, vous pouvez utiliser ce contact-là, et puis pour les audioprothésistes audition santé, vous pouvez appeler directement le labo, voilà, pour pouvoir les inclure. Choix de l'appareillage, donc à droite, début de l'éducation prothétique, explication de l'importance du port régulier, bien évidemment. Ça va être, moi, mon premier objectif, c'est pas le sien, mais c'est le mien. Je ne lui vendrai pas l'appareil auditif si elle ne le met pas. Recherche d'un équilibre entre l'oreille droite et l'oreille gauche, en expliquant bien tout ce qui a trait à la stéréophonie, à l'équilibrage stéréophonique.
On a un point qui est très positif, qui est la qualité de son oreille interne a priori, donc pas de difficulté technique particulière. Et en plus de ça, une chance inouïe, c'est que c'est une technophile, en fait, elle adore Apple. Bon, voilà. Elle est intéressée par les capacités Bluetooth, et elle a beaucoup d'humour, en fait, elle aime bien rigoler, alors que de prime abord, elle a plutôt peur. Et elle reste réticente à l'idée de l'embout, mais elle comprend bien l'intérêt de l'embout et que ça sera indépassable. Bon, on fait le travail que vous connaissez, classique, d'équilibrage au seuil. Donc on récupère déjà l'urine, on arrive à équilibrer la sensation auditive au seuil. Pour les niveaux de moyens, donc on a un équilibre a priori stéréophonique qui se matérialise sur les courbes vocales, notamment dans le silence, où on gagne aussi décibels par rapport à la position monorale. On réalise une audiométrie dans le bruit où il y a une petite amélioration, mais pas fulgurante, mais qui laisse supposer qu'en fait, cette amélioration dans le bruit pourrait être plus grande si on utilisait l'appareil, enfin l'oreille gauche, mais pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qui n'était pas l'objectif de l'appareillage. On peut peut-être discuter sur les tablettes de la localisation spatiale, quel test, parce que je ne suis pas sûr, dans les laboratoires d'audioprothèse aujourd'hui, il y a un système qui permet de faire du 2x2 aussi partout, donc or l'arrêté de 2018 nous demande de le faire, et je pense que c'est un élément important à faire, effectivement, donc c'est un sujet de discussion. Un suivi audioprothétique permanent s'installe, et je fais ce que Diane attend, qui est un compte-rendu audioprothétique. Alors, dont je ne suis pas toujours très fier, parce que, vous voyez, j'ai écrit à la main, donc là, c'est du brut, de décoffrage. Je l'ai écrit à la main, les courbes se superposent. Moi, j'ai un peu honte quand je lui envoie ça. Je me dis, flûte, c'est pas joli, c'est pas aussi beau que ce que je vous ai montré précédemment. Voilà. Et je lui dis, attends, j'ai un problème. Elle se plaint de l'embout, alors que j'ai un bon résultat par ailleurs. Et on se pose la question de l'appareillage à gauche. Et donc, elle retourne voir Diane. Il lui dit En fait, je l'examine et oui, elle a un inconfort au niveau du conduit, mais je pense qu'elle a un trouble de l'articulation temporomandibulaire. ATM, c'est articulation temporomandibulaire. Donc je l'envoie faire un traitement de son articulation. En général, souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent en disant j'ai mal à l'oreille, sur un conduit, un tympan normaux, il faut quand même s'intéresser à l'articulation, puisque c'est une même zone anatomique. Et puis, on commence effectivement... Alors, ma langue à fourcher, elle a une mixte, elle n'a pas une transmission pure. Elle a une note transmissionnelle importante, mais elle a quand même une mixte. Et donc, elle commence un petit peu à se dégrader à gauche. Donc, on se dit, pourquoi pas essayer des deux côtés. Donc, cohérence du discours, parce que finalement, Diane reprend exactement ce qui est dans le compte-rendu, donc en quelques mots. Effectivement, on fait l'appareillage à gauche. Elle a un résultat qui est tout à fait satisfaisant, elle est très contente, en plus il y a une stéréophonie pour son iPad, donc elle est vraiment très heureuse, mais elle a bien retenu qu'il y avait une opération en vue, et de nouveau elle me rend l'appareil. Et donc concernant l'opération, Diane? Alors moi elle me tient un discours un peu différent, où elle me dit que finalement la prothèse elle n'est pas si contente que ça. C'est toujours bon. Ce qui se passe, ce que chacun dit après, c'est différent. Et donc, elle revient en 2020 et en fait, on voit que l'oreille interne a baissé. Sa perception s'est dégradée. Donc, on dit qu'elle a fermé elle diminue le RIN par le bas. Et donc, ça, on n'aime pas trop. Et donc, je discute avec elle des solutions audioprothétiques possibles, donc, de réhabilitation. Donc, on reste sur la possibilité d'une prothèse qu'on va augmenter. Donc, on va augmenter le gain à droite, une à gauche, mais moi elle me dit qu'elle est quand même pas très confortable, et donc je lui propose, parce que ça fait partie des indications possibles, un implant d'oreille moyenne actif. Donc je vous rappelle que c'est ce qui est remboursé, c'est les surdités de transmission, les surdités mixtes, dans le cadre de l'aplasie du conduit, l'autospongiose et les otites chroniques stabilisées. Donc elle est assez partante, parce que comme elle est moderne, elle se dit que c'est assez intéressant. Donc l'autospongiose est une parfaite indication pour ça. Comme elle s'est dégradée au niveau de l'oreille interne relativement en 4 ans, on se dit qu'elle peut continuer à se dégrader. Donc elle est assez d'accord sur l'idée. Oui, parce que je pouvais lui proposer donc soit de continuer l'appareillage, soit opérer et mettre un appareil, parce que l'oreille interne n'aurait pas remonté suffisamment, elle aurait dû garder un appareillage à droite. Donc ces histoires de douleur, d'obturation du conduit font plutôt pencher pour l'implant d'oreille moyenne active.
Donc voilà, un petit rappel des indications. On n'a pas beaucoup de temps, je passe. Là, vous voyez donc son implant d'oreille moyenne actif. Une minute, Arnaud. Voilà, et on conclut tout à fait. Et donc finalement, on va. Donc ça, c'est le réglage de l'implant d'oreille moyenne, voilà, bon, qui se règle très très bien. Et donc finalement, j'ai réussi à l'appareiller quand même à gauche. Et par contre, elle est déçue de l'interaction avec son iPad entre l'IOM et la prothèse grissonde à gauche qui ne communiquent pas ensemble, ce qui est un vrai problème. Et il y a un élément dont on n'aura pas le temps de vous parler, qui est la mise en place de l'orthophonie, mais qui est un élément qui est capital, et d'un sujet qui tient à cœur à Diane, et je la remercie de développer des choses comme ça, qui est la lecture labiale, parce qu'évidemment, un sujet on traite de communication, c'est pas que l'auditif, il faut l'avoir dans son aspect holistique, comme nous le dit notre président Dejean, où la lecture labiale fait partie intégrante de la communication, bien évidemment. Merci beaucoup. J'en profite, il y a aussi quand même, pas que la lecture labiale, il y a l'investissement de l'oreille droite qui est un petit peu en dormance, on va dire, et donc il y a aussi ça que fait l'orthophoniste avec les suppléances mentales. Donc posez bien les questions sur l'application et on revoit tout ça sur la table ronde. Voilà, en espérant que c'est suscité des questions.